Qui dit sport, dit mouvement et vitesse. Mais savez-vous quel est le sport le plus rapide ? C'est le volant de badminton qui détient le record, à 493 km/h. Juste devant la balle de golf, dont le record est à 339 km/h, et la pelote basque autour de 300 km/h. Mais pour les athlètes, quels sont les athlètes les plus rapides ? Ce sont les skieurs de vitesse. Ils atteignent 250 km/h en moins de 5 secondes. C'est une accélération plus rapide que les voitures de Formule 1. Souvent, on croit que ce sont les sauteurs en parachute qui vont le plus vite. Alors oui, s'ils sautaient de l'espace, ils pourraient atteindre les vitesses du skieur. Mais le skieur fend l'air avec sa forme aérodynamique, tandis que les sauteurs, bras et jambes écartés, sont freinés par l'air et vont moins vite. Mais quand il s'agit de l'athlétisme, les athlètes en fauteuil roulant vont plus vite que les athlètes valides. Le record du marathon en fauteuil est 40 minutes plus bas que le record pour les athlètes valides. En fait, les athlètes en fauteuil vont quasiment à la même vitesse du 800 mètres au marathon. Ce qui est difficile pour eux, c'est le démarrage. Mais au marathon, ils ont une vitesse moyenne plus rapide qu'au 800 mètres. Pourquoi ? Parce que le marathon se court en ville, il y a moins de virages que sur une piste d'athlétisme. Alors les virages, parlons-en. Au départ, chez les Grecs, il n'y avait pas de virage. On courait en aller-retour, ce qui était très mauvais pour la performance. Mais en fait, cela importait peu, parce que ce qui comptait chez les Grecs, c'était être le premier, c'était le record, c'était l'agone. On ne savait pas mesurer le temps, il n'y avait pas de matériel pour ça. Les distances non plus, parce qu'en fait, le stade, la course la plus courte, un petit 200 mètres, représentait le pied d'Héraclès. Et cette taille de pied variait suivant les villes. Ce sont les Romains qui ont introduit les virages dans les cirques. On voit bien que les chars dans les virages avaient des difficultés. Mais quelle est la difficulté du virage ? Quand on tourne, on est projeté vers l'extérieur, par la force centrifuge. On le voit bien, quand on est dans un train qui tourne, on sent cette force qui nous attire vers l'extérieur, et pour garder l'équilibre, on se penche. En fait, c'est une force d'inertie. Le corps a envie de rester là où il aurait dû être. Quand on est dans un train qui freine, on est projeté vers l'avant. Pourquoi ? Parce que le corps a tendance à continuer à aller là où il aurait dû être si le train n'avait pas freiné. Et quand on tourne, c'est la même chose. Le train tourne, le corps aurait envie de continuer à aller là où il serait s'il n'y avait pas eu de virage, et donc il est projeté vers l'extérieur. Les athlètes dans les virages, plus ils vont vite, plus ils sont penchés. À moto, à vélo, à ski, à patin à glace, ils vont même jusqu'à mettre la main sur la glace dans le virage. Et le coureur dans le virage. Le coureur aussi est penché, mais moins que le patineur ou le skieur, parce qu'il va moins vite. En fait, on connaît exactement l'expression de la force centrifuge. Elle est proportionnelle à la masse de l'athlète, elle est proportionnelle à sa vitesse au carré, c'est-à-dire la vitesse multipliée par la vitesse, et elle est inversement proportionnelle au rayon de la trajectoire. Donc plus on va vite, plus la force est grande, plus le rayon est petit, c'est-à-dire plus on tourne serré, plus la force est grande. Pour un athlète sur un stade de rayon 36,50 m, qui court environ à 10 mètres par seconde, il faut savoir que cette force représente un tiers de son poids. C'est donc considérable sur la performance. Cette force est encore plus marquée dans les sports de vitesse, à vélo par exemple. Et pour que les athlètes ne soient pas trop penchés, on incline les pistes. Les vélodromes ont des pistes inclinées et les pistes indoor, c'est-à-dire intérieures d'athlétisme, également sont légèrement penchées, pas parce que les athlètes la vont vite, mais parce que les rayons sont beaucoup plus serrés que sur les pistes extérieures. Comment les mathématiques permettent-elles de comprendre la performance ? C'est une question de choix et de contraintes pour minimiser le temps final. Sur quoi reposent les modèles ? Sur 3 principes de physique. Le premier, la mécanique, la seconde loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Le deuxième, la conservation de l'énergie. Et le troisième, le contrôle moteur.
Souvent, on connaît moins ce terme-là. Le contrôle moteur, ça veut dire que l'athlète a un cerveau qui va donner des ordres aux muscles. On ne peut pas accélérer ou ralentir instantanément. Sur l'ensemble de ces 3 lois, cela permet de déterminer quel est l'effort optimal en fonction de la distance parcourue. Pour le sprint, les courses courtes, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, on observe que les coureurs passent la ligne d'arrivée en décélérant. Décélérant, ça ne veut pas dire qu'ils ralentissent. Ça veut dire qu'ils ont produit leur effort maximal en début de course. Cet effort maximal, ils ne peuvent pas le tenir et ils se retrouvent à aller un tout petit peu moins vite sur la fin de course. On le voit bien sur les temps de passage d'Usain Bolt. Sur son record de Berlin en 2009, sont indiqués les temps de passage tous les 10 mètres. Il diminue jusqu'à 70 mètres, ça veut dire que l'athlète accélère. À partir de 70 mètres, ces temps augmentent, l'athlète va moins vite. C'est la meilleure façon de courir. Partir moins vite et accélérer tout au long de la course serait moins rentable. Nous arrivons à le montrer mathématiquement. C'est ce que les athlètes font et c'est ce qu'il faut faire. Parfois, sur certaines courses, on a l'impression pourtant que le vainqueur est en train de semer ses adversaires. En fait, non. C'est juste qu'il décélère moins fort. Passons maintenant à l'endurance, les courses plus longues. Là, la stratégie de course est très différente. Il faut partir vite pour mettre en route le système aérobie, le système d'oxygène. Ensuite, la course se court à la vitesse de croisière avant une accélération finale. Si on part trop vite, on n'a plus assez d'énergie pour l'accélération finale. Si on part trop lentement, on peut accélérer à la fin, mais on aura mis plus de temps que ceux qui partent plus rapidement. C'est important de trouver la bonne vitesse de croisière qui correspond à sa physiologie. Un coureur comme Jakob Ingebrigtsen, le champion norvégien du 1500 et du 5000 mètres, peut lui se permettre de partir un peu moins fort que ses concurrents, car son système aérobie se met en route très vite. En général, il est capable d'accélérer sur les 2 derniers tours, tandis que ses concurrents ont beaucoup plus de mal. Sur un stade, sur les 200 mètres, les 400 mètres, les départs sont décalés. Quel est le meilleur couloir? Il faut trouver l'équilibre entre la force centrifuge et l'attraction liée au fait de courir derrière quelqu'un. En effet, sur les couloirs extérieurs, la force centrifuge est faible, mais on court en aveugle. Parce que courir derrière quelqu'un, cela permet de diminuer son énergie. En fait, on a mesuré que sur un tour de stade, un 400 mètres, on peut gagner jusqu'à 1 seconde en courant derrière ce qu'on appelle un lièvre. Alors regardons un petit peu les simulations qui nous permettent de comprendre où sont les meilleurs couloirs. Sur les couloirs du milieu, 4, 5, 6, l'équilibre se fait entre la force centrifuge et l'attraction liée au fait de courir derrière quelqu'un. Ensuite, les couloirs 3 et 7 sont en gros équivalents, 2 et 8 sont équivalents, mais on voit bien que le couloir 1 est vraiment le couloir le plus défavorable. Il n'y a vraiment aucune chance de gagner quand on part du couloir 1. Dans les compétitions, les meilleurs sont tirés au sort sur les couloirs 3, 4, 5, 6, les 2 suivants sur 7 et 8 et les 2 derniers sur 1 et 2. On met finalement les meilleurs sur les couloirs les plus favorables et les moins bons sur les couloirs les plus difficiles. C'est pour ça que ce sont sur les couloirs intérieurs que l'on voit toujours les vainqueurs. Courir derrière quelqu'un permet d'améliorer sa performance. Ce n'est pas un effet aérodynamique, c'est un effet psychologique, énergétique. En revanche, à vélo, où l'on va plus vite, il vaut mieux se retrouver à l'intérieur du peloton que devant. Quand on est à l'intérieur du peloton, on se sent comme aspiré par les premiers. On peut maintenir sa vitesse sans avoir l'impression de faire d'efforts, alors que le leader ressent de la fatigue au bout de quelques minutes seulement. En effet, derrière tout objet qui se déplace dans l'air, il y a un sillage dans lequel la pression est plus basse. Donc si le cycliste numéro 2 suit son leader d'assez près, il se retrouve dans la zone de basse pression. Non seulement il n'a pas d'air qui arrive face à lui, mais il a un effet d'aspiration. Ce qui est moins connu, c'est que le leader, lui aussi, bénéficie d'un effet d'aspiration s'il a quelqu'un derrière lui. En effet, s'il a quelqu'un derrière, il y a moins de tourbillons dans son sillage. Donc la traînée, la force qui s'oppose à son mouvement, est réduite d'environ 5%.
Conclusion, il vaut mieux partir avec quelqu'un derrière que partir seul. Pourquoi les basketteurs semblent-ils suspendus en l'air quand ils sautent? On dit souvent de Michael Jordan qu'il vole. En fait, quand il saute pour mettre un panier, on a l'impression qu'il reste suspendu en l'air. C'est encore un effet du centre de gravité. Essayons de comprendre ce qui se passe. Quand on saute, le centre de gravité suit une parabole. Quand on lève les bras ou on plie les jambes, le centre de gravité bouge sur le corps, il se situe plus haut. En fait, si le centre de gravité s'élève sur le corps exactement au moment où il est au sommet de la parabole, cela fait que la tête, elle, reste à la même hauteur. Comme c'est la tête qu'on regarde, on a l'impression qu'elle reste à la même hauteur et que l'athlète est en train de voler. C'est un peu la même chose avec les danseuses quand elles font un grand jeté. Elles lèvent les bras, le centre de gravité s'élève sur leur corps au moment où elles sont au sommet de leur saut, la tête reste à la même hauteur un certain temps, elles semblent voler. Parlons des lancers. Quand on néglige la résistance de l'air, la seule force intervenant dans un lancer est le poids. Et la trajectoire est une courbe que l'on appelle parabole. La vitesse horizontale est constante et la vitesse verticale diminue. L'angle qui permet la plus longue portée est de 45 degrés. Des angles dont la somme vaut 90 degrés conduisent à la même portée. Par exemple, 80 degrés, on a une chandelle, et 10 degrés, un lancer rasant, qui arrive au même endroit, mais beaucoup plus rapidement. De même, 65 degrés et 25 degrés conduisent à la même portée, mais avec des temps différents. Si la hauteur initiale n'est pas la même que la hauteur de chute, pour un lancer de poids, du javelot, pour le saut en longueur, on va plus loin. En fait, pour le lancer du poids, l'angle optimal de lancer est de 42 degrés et non pas 45, parce qu'il y a une différence de hauteur entre la main du lanceur et le sol où va retomber le poids. Alors on a une formule mathématique qui permet de calculer exactement la distance à laquelle on va envoyer le poids en fonction de la vitesse de lancer, de l'angle et de la hauteur de chute. Cette formule est un peu compliquée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de calculer les variations en fonction des paramètres. Voyons ça plus précisément. Si l'on varie la hauteur de lancer de 5%, c'est-à-dire si le lanceur ne va pas être à la hauteur optimale, alors la distance va varier de quelques centimètres. Si on varie l'angle, c'est-à-dire si on n'est pas exactement sur l'angle optimal de 42 degrés et qu'on varie de 5%, à nouveau, la distance de lancer va varier de quelques centimètres. Si en revanche, on varie la vitesse de lancer de 5%, là, il y a une grosse variation. La portée, le lancer va avoir une différence de distance d'1,50 m. On n'est plus du tout dans quelques centimètres. On comprend donc que le paramètre important pour l'entraîneur, c'est de travailler la vitesse de lancer plutôt que l'angle exact. Et les effets de l'air? Pour un objet de petite taille ou de faible masse, on ne peut pas se passer de prendre en compte la résistance de l'air, que l'on appelle aussi la traînée. Cette force est d'autant plus grande que la vitesse est grande. C'est le cas pour les balles de golf, les volants de badminton. En revanche, elle est réduite si l'objet n'est pas lisse. En effet, une balle de golf avec ses alvéoles a une traînée bien plus faible qu'une balle lisse. Les alvéoles d'une balle de golf permettent de créer de petits tourbillons autour d'elle qui vont en fait diminuer le sillage derrière. La traînée modifie du coup la forme de la trajectoire, qui pour un volant de badminton ou une balle de golf a une forme de parachute, avec une montée presque linéaire et une chute presque à vitesse constante, où le poids et la traînée se compensent. Et quand on met un ballon en rotation, que se passe-t-il? Il y a une force supplémentaire, liée à ce qu'on appelle l'effet Magnus. Étant donné la vitesse de l'air et la rotation du ballon, la vitesse est plus grande sur le bas du ballon que sur le haut. Par le principe de Bernoulli, la différence de vitesse crée une différence de pression. La pression est plus grande là où la vitesse est la plus petite, donc la pression est plus grande sur le haut du ballon.
créant une force qui va dévier la trajectoire. Cela est utilisé par les footballeurs pour faire des tirs enroulés. Ils tapent sur la balle en la faisant tourner. L'effet Magnus dévie la trajectoire, la balle contourne le mur, entre dans les buts en évitant le goal. Si l'on traçait la fin de la trajectoire, on verrait que ce serait une spirale. Pourquoi vaut-il mieux nager sous l'eau? Immergé, le corps d'un nageur rencontre environ 2,5 fois moins de résistance sous l'eau qu'en surface. Pourquoi? La traînée, la force qui s'oppose au nageur, est formée de 3 composantes. La traînée de pression tout d'abord. Le nageur pousse l'eau, ce qui crée une différence de pression entre devant lui et derrière lui. Pour la réduire, il faut être le plus horizontal possible. Le frottement de l'eau sur le corps, qui est réduit avec un bonnet ou une combinaison, et qui est plus faible sous l'eau qu'en surface. Ensuite, les vagues formées par les mouvements des bras et des jambes, qui là aussi sont réduites sous l'eau. Mais les vagues créées par le nageur existent quand même sous l'eau, et il faut savoir les utiliser pour améliorer sa performance. Cela est utilisé dans la coulée ou ondulation du dauphin. Dans l'ondulation du dauphin, la nageuse repousse l'eau en ondulant et crée une vague derrière elle. Mais l'eau à son tour repousse la nageuse, créant une poussée la propulsant vers l'avant. L'efficacité de la nage coulée a conduit la Fédération internationale de natation à limiter à 15 mètres la coulée dans une compétition. Et les records, comment évoluent-ils? A-t-on atteint des limites? 4 phénomènes majeurs conduisent à des évolutions sur les records. Tout d'abord, les avancées technologiques, les combinaisons en natation, les matériaux pour les perches ou les javelots. Ensuite, les avancées techniques, les améliorations de posture en saut en longueur, en saut en hauteur avec le Fosbury, les techniques de nage avec l'arrivée du papillon. Il y a aussi les nouvelles réglementations, quand on a permis aux piscines d'être plus profondes, ou les nouveaux stades qui contiennent maintenant 9 lignes et qui permettent de courir sur des couloirs 2 à 9 plutôt que 1 à 8. Et surtout un champion et un entraîneur hors du commun. Un champion, c'est un mental, une volonté et beaucoup de travail. C'est aussi l'émulation dans un groupe. Il y a des fois, on ne peut pas tout modéliser. Comme le disait Michael Phelps, on ne peut mettre de limite sur rien, plus on rêve, plus on va loin.